Je reviens sur les termes de guerre civile, parce que quand on a une partie de la population qui attaque une autre, je ne vois pas comment on peut parler, alors c'est un terme fort, hein, mais comment on ne peut pas ne pas parler de guerre civile. C'est-à-dire que là, on s'est donné rendez-vous pendant 1 heure pour tirer sur le commissariat. Je ne sais pas, quel terme employer pour qualifier les choses, Éric Delbecq? Alors, moi, je n'emploie pas le terme de guerre civile parce que ce n'est pas une partie de la population contre une autre partie de la population. C'est des éléments extrêmement criminogènes qui s'attaquent à ce qu'ils considèrent sans doute comme une autre bande, c'est-à-dire la police. Donc c'est plutôt des gens finalement qu'on n'empêche pas de nuire comme on le devrait, qui s'attaquent aux forces de police. Et pour moi, c'est pas la population. Comment vous qualifiez les choses? Oui, mais on a des zones. À Champigny, le commissariat, il est implanté au milieu d'une cité. À Chanteloup-les-Vignes, pareil. Oui. À chaque fois qu'un commissariat est implanté au milieu d'une cité, ce commissariat, il gêne un peu plus que les autres le territoire au milieu duquel il est implanté. Donc on a des zones de guérilla. Il est là pour ça, le commissariat, j'espère bien qu'il gêne un peu plus. On a des zones, on le voit bien, parce qu'on voit ces images, c'est des images extrêmement spectaculaires, et puis c'est des images... ils ont bien compris, ceux qui faisaient ça aussi, que l'image faisait partie de... Ils ne sont pas venus non plus en tirant à la Kalachnikov sur la façade du commissariat. Pourquoi? Parce que ça aurait été moins spectaculaire, paradoxalement aussi. Et puis parce que c'est pour ça que la situation actuelle, elle est si tendue, c'est que tout le monde sent bien que la marche d'après, c'est des tirs de Kalachnikov ou c'est des voitures béliers lancées sur les commissariats. On sent bien qu'on est à l'extrême limite de quelque chose qui s'appellera... effectivement la guerre civile. C'est une lutte de territoire, c'est des conflits de territoire, c'est effectivement, comme on l'a dit, un groupe contre un autre, le groupe principal qui est la police, et des groupes effectivement sur ces territoires qui ont une volonté de montrer qu'ils le contrôlent, qu'ils le dominent. Je pense dans une grosse logique, et on l'a dit, ça se rapproche de la com, dans une grosse logique de défi à l'autorité. C'est des actes spectaculaires. Ils savent que ça va être repris sur les réseaux sociaux. Ils savent que on va en parler dans les journaux parce que ça se voit, parce que c'est spectaculaire. Donc eux aussi ont compris un peu tous les ressorts de la communication, du choc de l'image aujourd'hui. Et ça va permettre aussi, à un moment donné, dans le quartier, d'asseoir leur réputation par rapport éventuellement à d'autres quartiers et de montrer, mine de rien, que, en tout cas, pour le moment, ce ne sera peut-être pas le cas demain s'il y a des opérations de police en répercussion, mais que pour le moment, voilà, ils ont réussi à contenir dans un commissariat pendant 1 heure, une vingtaine, je ne sais pas combien ils étaient, la nuit ils ne sont pas très nombreux, une quinzaine ou une vingtaine de fonctionnaires de police. Dans la vie, on a quand même besoin à un certain moment de hiérarchie de valeurs et de savoir qui est qui. On est quand même en train de parler d'une attaque qui vise un commissariat de police. Une personne qui s'exprime dans ce reportage nous dit il y a eu un dérapage, c'était un contrôle, je suis désolé, c'était un contrôle avec quelqu'un qui a fui, comme tous les gars qui se cassent la figure en scout parce qu'ils ne veulent pas présenter leurs papiers ou qu'ils ne veulent pas qu'on fouille leurs poches. Je vous dis absolument pas qu'il faut tuer ces gens. Il faudrait les arrêter dans les meilleures conditions. Mais éventuellement qu'ils présentent leurs papiers 6 ans. Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? On devient fou à force de ne pas hiérarchiser les choses. Et on parle de notre police qui peut aussi commettre des erreurs, etc. Mais enfin, oui, mais vous avez raison là-dessus. Le problème, les premières victimes sont tous ceux qui vivent autour. Hein. Le problème, c'est que c'est pas nouveau. Et le problème, c'est qu'effectivement, cette situation-là, on la connaît depuis 30 ans. Et alors peut-être qu'il y a 30 ans, effectivement, on n'a pas hiérarchisé les choses et on a laissé petit à petit, je pense, se développer une sorte de banalisation de ces faits. Encore une fois, ces faits sont visibles. C'est pas la première fois qu'un commissariat se fait attaquer, même, que ce soit cette année ou depuis 30 ans. C'est pas la première fois que des guet-apens sont tendus aux policiers. C'est quelque chose, malheureusement, et on peut effectivement là le regretter. Voilà. Et après se poser des questions du pourquoi. 40 ans ou 30 ans après, je dirais, ces premiers événements, on en arrive encore là et on a encore ce type d'événement. Mais le problème, voilà, c'est que c'est quand même quelque chose qui n'est pas, encore une fois, qui est pas nouveau. Enfin, bien sûr que ça n'est pas nouveau. Mais attrape les émeutes dans les années 90, le commissariat était effectivement au cœur de la cité, il s'est fait attaquer plusieurs fois aussi. Et il y a même eu des moments où vous aviez des bandes de jeunes qui allaient chercher des gardés à vue pour les ramener dehors. Donc là, voilà, c'est... Et un peu de... Excusez-moi, on ne peut pas accepter ça, trouver ça normal, ou dire que parce que ça existe depuis longtemps, on doit s'y résoudre. Non. Le jour où la société française se résout à accepter tout ça, elle n'est plus vivable. Alors là, je dirais pour l'ensemble des Français. Ce qui paraît clair, ça revient à ce que disait Christophe, mais on en parle depuis des années. Il y a eu un dérapage, dit le garçon qui s'exprime dans le reportage. Oui, on parle des policiers qui font un contrôle de police. C'est sûr.
Alors moi, je pense qu'il ne faut pas tutoyer. Je pense que ça sera beaucoup mieux si un jour ils ont une caméra, même s'ils n'ont pas envie de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est quand même incroyable. Et de toute façon, il ne peut pas y avoir de processus de légitimation de ces actes par un quelconque contrôle qui s'est mal passé, etc. Ça, moi, je refuse de me prêter à ce jeu-là. Mais en l'occurrence, il y a effectivement 30 ans de recul de l'État. Alors, en plus, il y a quelque chose on le constate très bien dans la période que l'on vit. Et ça, c'est une vraie difficulté. Il y a quelque chose que bientôt les Français ne toléreront plus dans l'application différenciée des règles du contrat social. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, et c'est très visible en ce moment, avoir d'un côté des quartiers dits sensibles dans lesquels un certain nombre de gens font à peu près ce qu'ils veulent, n'importe quoi, et où l'État, finalement, recule, parce qu'on a beau dire ceci, cela, mais enfin, clairement, l'État recule. Bien entendu, et puis, en dépit des coups de trompette du ministre de l'Intérieur. Voilà. Et puis, vous prenez 135 € d'amende si vous n'avez pas votre masque, et vous avez vu ce qu'on fait depuis quelques jours, c'est-à-dire que les terrasses où il y a trop de monde, on les vide très rapidement, et on sent bien que pour le citoyen lambda, il y a une pression de sécurité, qui n'est pas le fait des forces de l'ordre, qui est gouvernementale, qui est forte. Et ce différentiel qui est très visible en ce moment, il va bientôt poser des problèmes. Les gens diront, ça n'est pas tolérable, ça. Oui, c'est la verbalisation sur le non-port du masque qui doit absolument se faire par ailleurs. Mais vous pouvez attaquer un commissariat. Mais on peut attaquer un commissariat, bah oui, c'est pas normal. Bon. Je suis désolé. Et dernier point, pardon. De valeur qui est complètement pardonnez-moi. Et là aussi, le maire de Champigny, il faut vraiment faire très attention parce que ce sont des gens courageux qui dirigent ces villes. Il faut avoir envie d'y aller. Simple, hein. Et c'est pas simple. Mais je suis désarmé de voir la façon dont il parle de la situation en disant qu'il essaie de restaurer un rapport entre les jeunes et la police. Si la moitié de ces jeunes sont des trafiquants de drogue, je suis désolé, il ne peut pas y avoir de conversation. Comme si la police devait négocier son autorité. Exactement, c'est la police qui doit négocier son travail. Là aussi, c'est très facile à dire sur un plateau de télévision, mais ne pas le dire serait malhonnête. Donc, Non, mais à la fois ça a déjà existé, à la fois ce qui est totalement nouveau, ce qui n'avait jamais existé avant, c'est le fait qu'on voit tout ça en direct, d'abord sur les réseaux sociaux, ensuite à la télévision, et c'est-à-dire qu'on est tous sidérés. Oui. On est sidérés par les images, nous, citoyens, et puis policiers qui, ailleurs, ou gendarmes, agents de la force publique, qui sont au quotidien, eux-mêmes, dans une espèce de spirale d'escalade, et qui ont l'impression de la vivre, même si ça arrive dans un autre commissariat que le leur, et qui sont dans une situation de plus en plus difficile pour exercer tout simplement leur métier. Ça, c'est du jamais vu. Je vous le dis à l'envers. Est-ce qu'on est obligé de négocier avec les dealers ? Non, mais c'est normal que je vous pose la question après ce qu'on vient d'entendre. On voit bien qu'il y a des zones, des territoires où l'État tel qu'on le connaît, c'est-à-dire la police, l'éducation nationale, est face à un État concurrent. C'est-à-dire, le trafic de drogue, c'est 3 milliards d'euros par an. C'est l'équivalent du chiffre d'affaires de l'édition en France. Donc, ça a des revenus, ça a sa propre police, ça a ses lois. Et ça a même son ascenseur social. Puisque quand vous allez dans une cité, vous avez des mamans à la sortie de l'école qui viennent chercher leurs enfants en disant « moi je viens les chercher pour que justement ils échappent aux 100-200 euros vite gagnés dans la journée pour d'abord commencer à chauffer si les polices arrivent et puis ensuite finir dans l'ascenseur social de la cité, finir comme caïd ». C'est ça qui est dangereux, c'est que ces zones abandonnées au trafic, abandonné à cet État concurrent, avec ce maire concurrent, le maire de Champigny, il sait bien qu'il a un maire concurrent, d'une certaine façon, qui sont les dealers. Donc ils essayent, les élus locaux, dans ces zones si dangereuses, ils essayent de faire en sorte que le concurrent, il mette un peu la pédale douce. Et c'est bien pour ça qu'on parle d'économie souterraine, d'économie supplétive, parce qu'il y a une vraie logique derrière, il y a une vraie logique de marché. Il y a effectivement... Alors, tous ceux qui je dirais, travaillent sur le trafic de stupes dans ces quartiers ne vivent pas nécessairement du trafic. Mais c'est un supplétif pour certains individus pour pouvoir vivre, je dirais, convenablement dans une société de consommation d'aujourd'hui. Ça peut être un supplétif pour des familles entières, parce qu'il y a des familles aussi qui profitent des 100, des 200 ou des 500 euros qui peuvent être gagnés par-ci, par-là. Et donc, effectivement, c'est ça aussi qui est très difficile à appréhender, c'est qu'à un moment donné, tout ce système-là, il tient aussi parfois certains quartiers, hein, il participe aussi de la vie de certains quartiers. C'est pas pour rien non plus que tout ce qui est revenu du trafic de stupes maintenant est intégré dans les chiffres du PIB national, parce que ça participe, alors on peut trouver ça scandaleux, mais parce que ça participe de l'économie aussi. Donc, et c'est ça le problème, c'est à un moment donné comment effectivement casser cette économie qui fait vivre ou survivre
effectivement de très nombreuses personnes.